En direct et en public, le Club de la Presse d'Europe 1 reçoit ce soir Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université européenne de Florence en Italie, agrégé de philosophie. Bonsoir Olivier Roy. Vous êtes au départ un spécialiste, si je ne me trompe, de l'Afghanistan. Vous avez connu la guerre là-bas contre les soviétiques. Vous avez ensuite travaillé sur l'Iran, puis plus largement sur le monde musulman et sur l'islam, y compris sur l'islam en France. Vous avez publié récemment au Seuil « En quête de l'Orient perdu ». Vous êtes ce soir face à trois des grandes voix d'Europe 1, Michel Cotas, Serge July et Robert Namias. Bonsoir les grandes voix. Bonsoir. Olivier Roy, on a appris cet après-midi que de violents incidents avaient eu lieu un peu partout dans le monde musulman lors de manifestations anti-Charlie Hebdo. Il y a un photographe français qui a été grièvement blessé à Karachi, un photographe de l'agence France-Presse, des églises et un centre culturel brûlé à Zinder au Niger, et puis des manifestations en Mauritanie et à Alger. On en parlait dans le journal à l'instant. Est-ce que ça risque de durer et de s'étendre ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un petit peu une espèce de remake, c'est-à-dire on a régulièrement un retour des caricatures. Je crois qu'on en est à peu près à la troisième après les caricatures danoises. Bon, il y a eu l'affaire Roujdi avant. Et je dirais chez un certain nombre de personnes, de militants ou d'acteurs religieux, c'est une sorte de réflexe. Dès qu'on entend caricature, on descend et on manifeste. Mais je crois qu'on n'est plus dans la vague de fond qui avait correspondu à l'affaire Roujdi. Il faut se rappeler, les Roujdi, c'était des centaines de milliers de personnes qui étaient descendues. Et surtout, l'affaire Roujdi... Vous diriez qu'il y en a de moins en moins ? Oui, et que ce n'est pas les mêmes. L'affaire Roujdi, c'était très massif. Moi, je me rappelle de débats qu'on avait eu ici, où il y avait d'éminents islamologues comme le professeur Harkoun, qui étaient très embarrassés parce que ils étaient gênés à condamner ouvertement, disons, à prouver la publication ou le refus de censurer des versets. Tandis que maintenant, on a une obligation de choix qui est beaucoup plus précise pour beaucoup de leaders musulmans, où il faut dire quelle est sa position. Alors, avec le droit de nuancer, ou d'ailleurs, très souvent, on leur interdit le droit de nuancer. Maintenant, il faut prendre position, et ils prennent position pour et contre à la fois, en fait. C'est là, vous diriez c'est un progrès du point de vue de la crise de la conscience musulmane? Oui, parce qu'il y a un débat, parce qu'on en parle. On n'a plus de camp, on est beaucoup moins dans l'incompréhension. On est toujours dans la tension, mais on a un débat sur le fond. Et d'autre part, le débat, c'est pas seulement d'un côté les musulmans, de l'autre côté les occidentaux. Vous voyez les déclarations du pape. L'Église, le plus grand nombre de procès qui ont été faits à Charlie Hebdo ont été faits par des catholiques. Pas par les catholiques de gauche, ça bien sûr. Donc il y a cette question, on l'a vu aussi avec la Manif pour tous, la question quelles sont les valeurs communes, qu'est-ce que c'est que le sacré, à quoi ne doit-on pas toucher? Qu'est-ce qui est non négociable? Et l'expression non négociable, d'ailleurs, elle vient du pape Benoît XVI, qui disait, bon, il y a des choses non négociables. Donc, je dirais, on n'est plus dans le clash des civilisations, on est vraiment dans le problème profond de la place du religieux dans l'espace public. Mais avec tout de même ces incidents qui sont multipliés toute la journée, vous nous dites, ça pourrait ne pas durer, ça pourrait ne pas s'aggraver, mais je me mets à la place des Français qui vivent dans ces pays, qui vivent au Maroc, en Algérie. Est-ce qu'ils ont des raisons de s'inquiéter aujourd'hui ? Évidemment, les questions de sécurité, elles sont là, elles sont sur la table. Mais si vous regardez le Pakistan, par exemple, le Pakistan est en crise. La situation s'aggrave au Pakistan. En Algérie, la fin de la guerre civile n'a pas introduit un espace de sérénité et de calme. Vous avez toutes les tensions qui ont été mises sous le boisseau par, disons, une forme de répression, dont on peut penser ce qu'on veut, ils sont toujours là. De même en Égypte, évidemment. L'interruption du processus démocratique et le bannissement des frères musulmans de tout l'espace politique, forcément, entraîne des tensions. Donc c'est pas par une simple répression qu'on élimine les tensions. Et puis surtout, je dirais par exemple au Pakistan, la question de l'islamisme radical, elle est structurelle. Elle est inscrite au corps même du projet, ce qu'était au début le projet national pakistanais. Donc au Pakistan, je ne vois qu'une escalade de la violence. Je ne vois pas du tout le jeu se calmer. Robert Namias. Mais ce que vous dites rend la situation extrêmement complexe et dont on imagine difficilement l'issue, parce qu'au fond, les manifestations, par exemple, de la semaine dernière en France, et notamment à Paris dimanche, étaient des manifestations de nature politique sur le thème de la liberté d'expression et des libertés de manière générale, comme l'un des fondamentaux de la démocratie, en fait.
Et vous, vous opposez des manifestations qui ont un caractère religieux et qui se prononcent plutôt pour dire non à ce qui est considéré comme du blasphème. En gros, c'est ça. Donc, on a deux niveaux tout à fait différents. Il y a un niveau politique et un niveau religieux. À partir de ce moment-là, l'incompréhension est totale, mais le risque de confrontation reste permanent. D'abord, l'incompréhension n'est pas totale. Il a fallu à l'Église catholique quelques dizaines d'années pour s'adapter à la laïcité française. Ils se sont adaptés. Ils n'en pensent pas moins. Hein. Et les caricatures, ils s'en sont pris des tonnes de caricatures. Oui, ça, maintenant, ils sont blindés. Pas forcément vaccinés. Mais enfin, blindés, non, parce que le pape a exprimé qu'il n'était pas blindé, précisément, et qu'il considérait qu'il y avait encore du blasphème. Le bon exemple, si vous voulez, c'est quand il y a des intégristes catholiques qui ont détruit une œuvre d'art qui s'appelait Peace Christ, donc on voit ce que ça veut dire, dans un musée, et l'évêque de Paris a dit, bon, il ne faut pas répondre à ça par la violence, mais on va faire une nuit de prière. Hein. C'est-à-dire, il dit, on souffre. Voilà. Et ça, on peut pas le cacher. On peut pas dire qu'au nom de l'acceptation pacifique de la laïcité et du jeu politique, nous allons nous abonner à Charlie Hebdo. Hein. Parce que c'est ce qu'on demande aujourd'hui un peu avec le slogan « Je suis Charlie », c'est on demande aux gens de s'abonner à Charlie Hebdo. Bon. Alors qu'on peut très bien condamner très vigoureusement le crime, hein, mais dire j'ai pas l'intention de m'abonner. C'est-à-dire mais il n'y a pas que l'abonnement. Au-delà de ça, il y a un discours politique quand même hein, sur les valeurs fondamentales de la démocratie, une liberté qui ne souffre pas d'entrave, pas même celle du blasphème. C'est là qu'il y a deux oppositions presque irréconciliables. Oui, enfin, je dirais ce qui est négociable, c'est la frontière entre les deux et bien entendu les moyens de gérer les formes du débat. Hein. C'est-à-dire pas de violence, mais le débat verbal peut être effectivement très très tendu, très très violent. Quand il y a eu le mariage pour tous, hein, l'évêque de Lyon, Monseigneur Barbarin, a dit c'est un changement anthropologique. C'est-à-dire, il dit on n'est plus dans la même société. Et je crois qu'il a raison, d'ailleurs, sur le fond des choses. Donc là, il disait on n'est plus dans le consensus sur ce qui fait le vivre ensemble parce que cette loi modifie les fondements anthropologiques de notre société. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais je veux dire, c'est un point de vue qui se défend. Bon, et ils ont été très clairs, ils ont dit on n'est pas homophobe, on n'est pas pour la violence, etc. Mais ne nous demandez pas hein, d'accepter le mariage homosexuel. Michel Cotta. Pour avancer un peu, une de vos thèses, telles qu'on les lit dans vos interviews, dans vos livres, etc., c'est qu'il n'y a aucune chance qu'un jour, les musulmans fondamentalistes français aient une majorité ou même un véritable poids politique. Et vous dites même que les radicaux qui se réclament de l'islam global, sont partout dans le monde, au fond, ultra minoritaires. Alors, est-ce que c'est un jugement optimiste de nature à faire cesser l'inquiétude, ou est-ce que c'est vraiment un jugement qui correspond à votre réalité, à ce que vous avez vu dans votre Orient qui s'est perdu? D'abord, bon, maintenant j'ai 40 ans d'expérience, hein. Donc on voit les évolutions, on voit les changements. Surtout, je ne parle pas seulement des miens, j'ai connu des gens, des islamistes, sans parler des maoïstes d'avant, mais j'ai connu des islamistes bon, qui étaient des djihadistes dans les années 80, avec qui j'ai eu des rapports très tendus, évidemment, qui ne supportaient pas que je sois présent en Afghanistan, et j'étais protégé contre eux par les Afghans eux-mêmes. Bon. Et 20 ans après, je retrouve le même djihadiste algérien qui voulait me renvoyer je ne sais pas où, hein, en enfer ou en France. On était à la même dans une conférence à la déradicalisation. Parce que, au cours de son parcours, quand ils avaient pris Kaboul en 92, ils se sont aperçus que ils étaient en train de faire plus de dégâts que ce que les soviétiques avaient fait avant. Et un beau matin, ils se réveillent en disant « Qu'est-ce qu'on a fait hein? Où est-ce que nos idées nous ont menés ?» On voit beaucoup aujourd'hui de jeunes qui reviennent de Syrie. Alors, le problème, c'est comment on mesure ça, bien sûr. Hein. Il y en a qui reviennent encore plus radicalisés, mais il y en a qui reviennent la queue entre les jambes en disant qu'est-ce que j'ai été faire là-bas. Bon. Le problème, c'est de faire la distinction entre les deux. Ça, c'est un problème de sécurité extrêmement important. Hein. Mais vous avez des itinéraires, effectivement, de gens qui, par parcours militant, finissent par réfléchir. Alors, ces jeunes qui rentrent de Syrie, Olivier Roy, on va continuer à en parler avec vous dans le Club de la Presse d'Europe 1 juste après une première pause.
Le club de la presse d'Europe 1 qui reçoit ce soir le spécialiste du monde musulman, Olivier Roy, qui est face à Michel Cotta, Serge July et Robert Namias. Olivier Roy, je voudrais vous citer une réflexion de bon sens que vous avez eue ces derniers jours. Vous avez remarqué qu'en France, il y a beaucoup plus de musulmans qui sont CRS, qui sont policiers, qui sont militaires, qui sont gardiens de prison, que de musulmans qui sont djihadistes, qui sont terroristes, qui sont islamistes. Prenez l'armée française, il y a de 10 à 15% de musulmans dans l'armée française. Ils sont allés se battre contre les talibans en Afghanistan, ils sont allés se battre contre Al-Qaïda au Mali, et on n'a aucune histoire de désertion, de sabotage, etc. Mais aussi parce que l'armée, parce qu'elle a une très bonne tradition là-dessus, a très bien su gérer la question religieuse. L'armée a une tradition d'aumônerie, par exemple, catholique, protestante et juive, et l'armée a décidé de mettre en place une aumônerie musulmane. Et ça marche. Donc les jeunes, si vous voulez, se sentent respectés. Mais c'est pas une minorité culturelle, etc. Ils sont respectés comme confession, comme culte, c'est-à-dire dans la bonne tradition républicaine et laïque. Et vous diriez que l'intégration se fait, malgré tous les discours qui sont tenus, finalement, l'intégration progresse. Oui, parce que on a ce que j'appelle une déculturation de l'islam qui a des côtés négatifs, c'est-à-dire que ça peut entraîner du radicalisme, et des côtés positifs, c'est-à-dire que les marqueurs religieux comme halal, etc., vont s'adapter tout à fait au mode de vie de notre pays et de notre société. Les jeunes générations, bon, ils ne parlent plus arabe, ils sont complètement français, et donc on a cette autonomisation, ce qu'on appelle l'autonomisation du religieux, dans la tradition française, c'est-à-dire c'est un culte, voilà. Alors on laisse tomber, on se fiche de savoir au niveau culturel d'où ça vient, les coutumes, etc. C'est pas notre problème. Comme le dit la loi 1905, ce qui compte, c'est l'exercice du culte, la pratique religieuse qui est garantie par la République. Et là, il se formate sur le modèle des autres religions. Très souvent sur le modèle d'ailleurs du judaïsme, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Petite anecdote, les aumôniers musulmans de l'armée française, qui étaient des bleus, qui débarquaient, parce que on avait perdu la tradition depuis la fin de la guerre d'Algérie, ils ont été de fait formés par les aumôniers israélites, sur comment poser les questions des menus halal ou kasher, etc. Et puis comment exister aussi en face de la grande masse de l'Église catholique aussi. Mais avec quand même un phénomène très curieux, c'est que, puisque vous parlez du phénomène religieux, dans toutes les autres religions, chrétiennes notamment, catholiques en particulier, mais vraisemblablement protestantes aussi, on voit bien une diminution du fait religieux. Comment expliquez-vous qu'au contraire, dans le monde musulman, il y a une augmentation forte du fait religieux et une adhésion beaucoup plus forte qu'auparavant, apparemment en tous les cas, en France, à l'islam? C'est-à-dire que alors qu'on dit que les jeunes en France se détournent de l'Église et de la religion, on a le sentiment que dans le monde musulman, les jeunes, au contraire, découvrent cet islam. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Alors, je vais faire la provoque, je vais vous dire, mais pas du tout. La sécularisation avance dans le monde musulman. Alors, évidemment, il faut nuancer un petit peu. On a eu une vague. On est rassuré, on vous écoute ce soir. Attendez quelques années quand même. Ah bon, d'accord. On a eu, à partir des années 70, sur la révolution islamique d'Iran, et surtout l'échec du nationalisme arabe, disons de type laïque, Nasser, etc., on a eu une montée de l'islamisme, une montée de l'islam comme identité, une montée de la visibilité du religieux, la pratique réelle, faudrait voir. Mais tous les gens comme moi qui nous promenons depuis 40 ans, le paysage urbain a changé. Il était beaucoup plus laïque dans les années 60 qu'il l'est maintenant. Mais maintenant, on commence à voir d'autres changements qui arrivent. Parce que 40 ans de réislamisation, c'est une génération et demie. Donc vous avez maintenant des jeunes qui sont nés dans ce retour du religieux et qu'on en ras le bol. Prenez l'Iran, par exemple. 30 ans de révolution islamique. C'est le pays le plus laïque de tout le Moyen-Orient. Les imams ne contrôlent plus les mollahs ne contrôlent plus la rue, et les gens se réinventent des formes de religion. Il y en a qui sont carrément athées, donc qui vont faire du zen musulman, d'autres qui s'intéressent au zoroastrisme. Est-ce que dans les pays européens, il n'y a pas précisément le phénomène inverse ? On a eu la vague vous décrivez effectivement le reflux dans le monde arabe, mais on a l'impression que dans les pays européens, alors est-ce une impression il y a le phénomène inverse. Il y a un décalage. Dans les pays européens, le retour du religieux, c'est les années 90. On met les histoires des prières de l'usine d'Aulnay en 84 comme le point de départ. On a eu la première affaire du voile en 89. Donc c'est les années 80. Donc il y a 10 ans de retard sur le Moyen-Orient où on voit démarrer ce qu'on appelle la réislamisation. Mais est-ce que les Occidentaux, les pays occidentaux ont
n'ont-elles pas été responsables en partie en justement déstabilisant les régimes qui n'étaient pas religieux, en déstabilisant le régime comme une partie du Yémen, comme l'Irak. Vous ne pensez pas qu'on a quand même une responsabilité de ce point de vue-là dans la religion remontée parce que on a tué les laïcs? Disons, les régimes laïques, autoritaires, éclairés, c'était les années 60-70. Oui. Et maintenant, ils sont autoritaires, mais pas éclairés. Hein. Si vous voyez les procès contre les homosexuels en Égypte, c'est sous le maréchal Sissi. Hein. Oui. C'était pas sous les frères musulmans. On a des procès maintenant au Maroc, hein, des attaques sur la blasphémie, justement, et en Égypte aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, maintenant, les jeunes commencent à avoir des comportements qui sont de plus en plus séculiers. On le voit bien en Tunisie. La démocratie a permis à ceux qu'on appelait les laïcs de s'exprimer ouvertement comme laïcs, et ils ont fini par gagner les élections. Donc c'est pas vrai que c'est encore très minoritaire là, ce qui s'est passé en Tunisie. Le parti Nida Tunis a gagné avec 54% des voix. Oui, mais non, mais minoritaire dans le monde arabe, je veux oui, dire. mais ça on le voit partout. Vous avez par exemple en Égypte, pour la première fois, des gens qui se déclarent athées ouvertement, ce qui était impossible avant. Et qui c'est qui les amène au tribunal? C'était pas du tout les frères musulmans, c'est le régime soi-disant laïque et anti-islamique du général Sissi. Les régimes autoritaires, le Maroc, on a bien vu le comportement du Maroc dans toute la crise de Charlie Hebdo, qui a refusé d'envoyer un représentant. Vous avez des procès maintenant au Maroc faits à des jeunes qui se laissent pousser les cheveux un peu trop, qui font un peu trop de rap, etc. Il y a un ordre moral maintenant. Les régimes autoritaires, ils ne jouent pas la laïcisation éclairée aujourd'hui. Ils jouent l'ordre moral. Pourquoi? La raison est très simple, c'est que le printemps arabe a montré que à la demande de démocratie d'une partie de la population, n'exagérons pas, correspondait une diversification du champ religieux. C'est-à-dire que la question n'est pas que les religieux devenaient plus modérés, plus laïcs, plus libéraux, mais que personne n'avait le monopole du champ religieux. C'est ce dont s'est aperçu Narda en Tunisie et les frères musulmans en Égypte. Il y a des salafis, il y a des musulmans libéraux, il y a de tout. Les laïcs parlent aussi d'islam. Il n'y a plus personne n'a le monopole du religieux. Et ça, c'est une des conditions pour la démocratisation. Et ça, c'est aussi un début de sécularisation de la société. Olivier Roy, on va revenir en France et à ces jeunes qui partent vers la Syrie, ça nous intrigue beaucoup. On vous pose la question juste après la pause, à tout de suite. Avec Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'université de Florence et qui est l'invité ce soir du Club de la Presse. Olivier Roy, ce phénomène qui nous a tous beaucoup frappé du départ de Français vers la Syrie, ils sont jeunes, ils sont convertis, il y a des femmes. On a toujours autant de mal à comprendre. Avant les attentats, ça nous troublait déjà. Après les attentats, on comprend encore moins. Alors, d'abord, le phénomène n'est pas nouveau. Dans la bande de Jamel Begal, par exemple, à la fin des années 90, il y avait déjà 25% de convertis. Mais on ne voulait pas le voir. Parce que la doctrine officielle, courante, c'était le terrorisme, c'est une conséquence de l'importation en France des conflits du Moyen-Orient, etc. Et maintenant, on s'aperçoit que le terrorisme, c'est une cause, ou le djihadisme, disons, pour laquelle des jeunes se radicalisent et basculent dans le djihadisme. Donc, on voit que cet espace de contestation radicale de la société qui existe en France, je dirais en gros depuis les années 60, de contestation de la jeunesse, hein, c'est un mouvement de jeunesse, les jeunes qui ont fait l'extrême gauche, qui ont fait la bande à Bader, qui ont fait Action Directe, maintenant, ils virent au djihadisme. Parce qu'il n'y a que ça sur le marché, à mon avis, c'est ça. Hein. Et ils sont, si vous êtes radicalement... pas forcément les oui. mêmes populations, monsieur Roissy. Parce que la bande à Bader, c'est moins intellectuel. Les dirigeants à Action Directe, c'était pas du tout le même monde que le monde dont on parle aujourd'hui. Pas les chefs, hein, mais vous aviez chez les tireurs de base, si je peux dire, ce même côté de... c'est le même combat, le seul combat qu'on leur propose, c'est oui, ça? Oui, puis vous avez des jeunes aussi. Si on prend la bande à Bader, moi je vois deux choses qui font où il y a une similitude très étonnante. Un, ce sont des gens qui reprochent à la génération de leurs parents de ne rien leur avoir transmis. Bon, les gars de la bande à Bader, on sait très bien pourquoi. Leurs parents, c'était ceux qui étaient la génération sous Hitler, sous l'Allemagne nazie, et qui n'a rien dit. Hein. Soit parce qu'ils avaient été nazis, évidemment ils ne pouvaient pas le dire, soit parce qu'ils n'avaient rien fait, donc ils n'ont rien transmis. Bon. Et là, cette génération de deuxième génération de migrants, très souvent les parents n'ont rien transmis non plus.
Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils sont devenus pourquoi ils sont installés en France. Ouais, donc on peut faire le parallèle, mais ce ne sont pas du tout les mêmes milieux sociaux. La bande à Bader en Allemagne ou l'Action directe en France, c'était la petite bourgeoisie d'extrême gauche. Là, on parle de toute autre chose et d'un tout autre milieu. Je crois que Serge Julie pourra qui est un petit bourgeois d'extrême gauche à l'ancienne. Il y avait des gens qui venaient du lumpen. Hein. Les intellectuels, les intellectuels s'encanaillaient aussi. Hein. Ils allaient chercher des jeunes lumpenisés qui étaient eux prêts à faire n'importe quel gros coup, hein, pourvu qu'on leur mette une arme dans les pattes. Hein. Donc ce qui manque effectivement, c'est l'intellectuel islamisé d'origine française. Ça, on l'a pas. Il va pas tarder à arriver, à mon avis, tôt ou tard. Et ces jeunes se radicalisent dans un cadre d'une sociabilité très restreinte. Hein. La bande de copains, hein. Le quartier, des anciens de la même école, les cellules en prison. Oui, et à prison, absolument. La prison, c'est la grande université du djihad aujourd'hui. Mais à vous entendre, il n'y a pas de projet politique collectif, global, soit de déstabilisation des États européens et occidentaux, dans ces mouvements qui sont quand même très implantés. Je ne sais pas si vous les minimisez, mais enfin, on voit bien ce qui s'est passé hier en Belgique, ce qui se passe encore aujourd'hui en France. Ça existe. Ça existe ils veulent vraiment détruire l'ordre existant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est qu'ils ont une vision complètement, je dirais, fantasmatique de ce qu'est la société, la politique. Ils sont comme les anarchistes de la fin du 19e, qui pensaient qu'en assassinant systématiquement les banquiers et les rois, on allait renverser l'ordre établi. Et évidemment, on n'a rien renversé du tout. Au contraire, hein, on a renforcé l'ordre établi. Donc, ils ont ce côté millénarisme. Là, un millénarisme, je dirais, qui n'est pas l'idée de créer une société juste et meilleure. Chez aucun d'eux, vous avez cette idée qu'on se bat pour plus de bonheur, pour une meilleure cause, etc. Ils sont profondément nihilistes. Et c'est ça, ce que je dirais, la nouveauté par rapport aux mouvements révolutionnaires qui ont précédé. Ils ne croient pas au lendemain qui chante. Quand ils font leur action, ils tuent ou ils se font tuer, ils tuent, et après ils se font tuer ou ils se tuent eux-mêmes. Ils savent qu'ils vont mourir, tous, hein, quand ils font leur action. Ils ne prévoient pas leur fuite ou très mal, ou Koulibaly qui s'enferme dans sa supérette, bon, il sait qu'il va être tué. Mais comment vous analysez ce caractère suicidaire, là ? Je crois qu'il y a aujourd'hui, alors je parle pas seulement des milieux djihadistes, une certaine culture de la violence nihiliste chez une partie des jeunes. Hein. Culture entretenue par la culture des jeux vidéo, de certains films, etc. Et cette violence suicidaire et nihiliste, on la voit ailleurs, mais on ne veut pas la voir. Ce qu'on appelle l'effet Columbine. Hein. Il y en a à peu près toutes les semaines aux États-Unis. Il y a un jeune élève entre 14 et 18 ans qui vient avec une mitraillette et qui tue ses élèves et ses professeurs. Et on dit il est fou. Hein. Quand c'est un djihadiste qui fait ça, on dit il est musulman. Bon, moi je dis ils sont dans la même culture de la violence. On dit il est terroriste. Comment est-ce que vous expliquez quand on voit pas seulement les convertis, mais d'autres jeunes gens quittant la France et étant capable, je sais pas, 15 jours plus tard, de couper la tête d'un journaliste ou de qui que ce soit, anglais ou américain. Comment ça se passe, ça ? Comment ça se passe ? En 10 minutes, ils retournent à la barbarie ? C'est pas un retour à la barbarie, c'est une forme de modernité. Vous savez, regardez... Une forme de modernité ? Oui, absolument. Regardez sur où est-ce qu'on a des vidéos de décapitation dans leur style à eux. Hein. Les jeux vidéo. Oui, et les narcos. Hein, au Mexique. Hein. C'est exactement la même technique, si je peux dire. Et les narcos ont commencé. Donc ce qu'ils ont copié, c'est pas les Saoudiens qui ont des techniques différentes, bon, dont on peut penser ce qu'on veut, bien entendu. Ils ont copié les narcos. Qui sont catholiques. Ou Saint-Jean-Baptiste. Ou Saint-Jean-Baptiste. Non, c'était plus... on faisait venir un bourreau officiel. Quoi. La nouveauté, Olivier Roy, c'est qu'ils ont un territoire quand même. Il y a une terre promise en ce moment. C'est l'État islamique en Syrie et en Irak. Ils sont plus dans la clandestinité. Il y a un endroit d'où on peut lancer des appels à la guerre sainte, au meurtre. Oui, et puis on peut faire des chevauchés en 4x4 avec un grand drapeau noir, une mitraillette, violer les filles, piller les banques locales au nom du djihad islamique, etc. etc. Donc on voit ces jeunes-là qui sont dans une position de super-héros d'un seul coup. Super-héros pour nous, barbares et négatifs, mais, et ça on le voit très bien avec Koulibaly, ils jouissent de faire peur. Hein. Ils jouissent de ce soudain pouvoir de toute puissance qu'ils ont sur tout et sur tout le monde. À une condition, hein, c'est de respecter les règles du groupe.
C'est-à-dire, on tue et on viole, mais selon la règle du groupe. Donc celui qui croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut, etc. Non. Donc il y a ce côté un petit peu, je dirais, mafia, justement. C'est-à-dire, tuer, c'est aussi affirmer son appartenance au groupe, mais il faut suivre, là, une logique interne. Il faut suivre une norme interne. Thème parfaitement développé par Sade dans certains de ses livres. Mais ce qu'on n'évalue pas vraiment dans vos propos, c'est le niveau de dangerosité sur la durée de ce que vous décrivez. Est-ce que c'est voué à rester avec un caractère très individualiste et donc marginal par rapport à un projet politique global, ou est-ce que malgré tout, l'agrégation de tous ces individus, en quelque sorte, ça peut provoquer une déstabilisation durable qui mette à mal les gouvernements, et en particulier les gouvernements occidentaux et européens? Je crois que le pouvoir de déstabilisation qu'ils ont passe par l'émotion. C'est-à-dire par l'impact psychologique affectif, comme on l'a vu dans l'affaire Charlie Hebdo, qu'il y a sur la population. Mais en termes d'institutions, non. Ils n'ont aucune possibilité de menacer les institutions. Le projet politique de ces jeunes-là ne tient pas, si vous voulez. Ils sont là dans leur espèce de désert où ils contrôlent les populations locales, mais c'est un projet qui ne marche que s'il s'étend, cet État islamique. Ils cherchent pas du tout. Bon, les talibans voulaient créer un Afghanistan islamique, mais les talibans ont toujours dit, nous, c'est l'Afghanistan, on est afghans et on veut qu'il y ait la charia en Afghanistan. Et vous, on s'en fout. Bon. Tandis que ces jeunes-là, pas du tout. D'abord, ils sont pas des locaux. Ils sont ni irakiens ni syriens. Ils prennent ça comme base de départ et leur idée, c'est d'étendre le califat du Maroc jusqu'en Indonésie. Bon, bonne chance. Il faut qu'ils détruisent Israël en passant, l'Égypte, l'Algérie, bon, et la monarchie marocaine. Bonne chance. Donc ils sont dans un espèce de délire, mais qui n'a aucune réalité géostratégique. La preuve d'ailleurs, c'est que l'armée de Daesh, ce sont justement des marginaux, dans tous les sens du terme, des marginaux par rapport au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier, et ça c'est mauvais signe pour la Belgique, mais si vous prenez le pourcentage entre djihadistes et population musulmane, le pays qui envoie la plus forte proportion de djihadistes, c'est la Belgique. Par rapport à la population musulmane, ils envoient 100 fois plus de djihadistes que l'Égypte. Bon. Qui n'est pas un pays spécialement laïque ni un pays spécialement calme. Donc là, l'armée de Daesh, c'est un corps expéditionnaire de jeunes qui très souvent parlent pas l'arabe, qui se comportent, je dirais oui, comme les pirates des Caraïbes, quoi. Tout est à moi, je suis le maître, et la population locale se retrouve de plus en plus marginalisée. Et c'est là leur point faible, bien sûr. Ils n'ont aucun projet de société. Est-ce qu'on a raison de les bombarder? Est-ce que la France a raison de participer au bombardement américain en ce moment? Qu'à un moment donné, il fallait limiter leur extension parce que là, il y avait des massacres de populations entières, etc. Et puis ils allaient prendre Bagdad. Ils étaient plus très loin. Non, ils n'auraient pas pris Bagdad parce que c'est l'Iran qui serait intervenu. Hein. Ce qu'on souhaitait peut-être pas, c'est une autre affaire, mais ils n'auraient pas pris Bagdad. Par contre, nos amis kurdes, qui se sont bien installés dans une quasi-indépendance, depuis 20 ans que les Kurdes sont sous protection aérienne américaine, ils ont pris du ventre. Les Peshmerga, là, qui étaient de redoutables combattants dans les années 80-90, maintenant, bon, alors quand ils ont arrivé des jeunes fanatisés, des durs en face d'eux, ils n'ont pas tenu. Bon, mais les Kurdes savent très bien que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Et à Kobané, ils ont compris. Les Kobanés se sont battus. Parce qu'ils savent très bien que les autres les tueront. C'est tout. Les bombardements français sont faits pour protéger les Kurdes. Oui. Fondamentalement... Oui. Mais pour moi, c'est le temps que les Kurdes reconstruisent une armée valable et repartent à la conquête ou à la défense de leur territoire. Vous dites après, mettons que ces objectifs soient atteints, il faut se retirer. Ah oui, il faut surtout pas envoyer de troupes au sol. Ça serait une absurdité totale. On est reparti pour un tour. Mais tout de même, dans la qualification État islamique, il y a une géographie, il y a de l'argent, puisqu'il y a le pétrole, il y a des armes. Tout ça ne fera jamais un pays. Parce qu'il manque la population, il manque les citoyens. C'est un corps expéditionnaire maintenant. Au début, ils ont été bien accueillis par la population locale. Parce que c'est tout le problème de ce radicalisme islamique qui se nourrit évidemment de crises réelles. Parce qu'il y a effectivement des tensions réelles dans la région. Et suite aux 10 années qui ont suivi le 11 septembre, l'intervention américaine, les Américains ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont détruit l'État irakien arabe sunnite. Voilà, qui avait été mis en place par les Britanniques dans les années 20. Ils l'ont détruit. Et ils ont donné l'Irak aux chiites,
qui sont la majorité de la population irakienne. Donc ça n'a rien de scandaleux en termes de démocratie, etc. Mais sous l'arc de crise aujourd'hui, ce sont les 5 provinces ottomanes qui ont pris leur indépendance ou qui étaient sous contrôle des Français et des Britanniques après la chute de l'Empire ottoman. Ces 5 provinces ottomanes étaient sous direction très largement arabe sunnite. Puisque au Liban, on peut dire que c'était une alliance entre maronites et notables sunnites. Bon, aujourd'hui, ils n'ont le pouvoir, les Arabes sunnites n'ont le pouvoir qu'en Jordanie, qui était le plus petit et le plus faible de tous ces États-là. En Palestine, ben, on sait ce qu'il en est, quoi. Bon, c'est l'Israël. Et avec le grand spécialiste de l'islam, Olivier Roy, qui est face ce soir à Michel Cotta, à Serge July et à Robert Namias. Robert Namias, à qui j'ai coupé la parole juste avant la pub. Et je vais poser une question très concrète. Comment, à partir de ce que vous dites à propos de Daesh, mais on pourrait aussi parler d'Al-Qaïda, on a en France toute une série de fous furieux, tels que vous les décrivez, qui se réclament, et les uns de Daesh et les autres d'Al-Qaïda. D'ailleurs, les 2 organisations revendiquent les attentats de Paris. Comment on lutte concrètement contre ces terroristes en France? Uniquement par la police, le renseignement, ou est-ce qu'il y a une action politique à mener? Alors, action politique, je dirais que ces gars-là sont en dehors de toute rationalité politique, ça les intéresse pas. Ils sont contre. Dans toutes les idées, par exemple, qu'il faudrait les mettre en face d'un islam modéré, d'imams modérés, ça fait pas de sens. Ils sont totalement inaccessibles à la modération, à la leçon de sagesse, etc. Parce que ils veulent la radicalité. Point. C'est pas des gens qui se sont radicalisés malgré eux, ils ont une jouissance dans cette radicalisée. Ils sont des surhommes, encore une fois. Et je crois que c'est très très important. Et je crois que là, il y a quelque chose à jouer dans ce qu'on appelle la déradicalisation, qui est justement de casser cette image de super-héros. Qui pour moi est une des motivations psychologiques individuelles de vouloir faire le djihad. C'est-à-dire, il faut aussi les ramener à ce qu'ils sont des losers, je dis des pauvres types, non seulement des assassins, ça on est tous d'accord, mais des ratés. Regardez par exemple ceux qui, comme le jeune français là d'origine, comme on dit, de Normandie, dont tout le monde disait qu'il était gentil, brave gars, etc. On le voit dans une vidéo en Syrie, il est sur un 4x4, il a son uniforme, son turban, le drapeau, une belle barbe, il est beau. Et là, on sent que ça y est, il se prend pour le super-héros. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes qui regardent ça et qui disent « Oh là là, il y a encore quelques années, il avait une mauvaise note en maths, il s'est fait engueuler, il a une colle, etc. Maintenant, waouh, je veux faire pareil. » Mais alors, comment on lutte contre ça ? Ben justement, alors ce que je vais dire, c'est un peu à l'encontre de ce qu'il faut là-dessus, en ne dramatisant pas trop, c'est-à-dire en traitant ça de manière plus banale. Je comprends très très bien la manifestation de dimanche, bien entendu, parce que ce qui se passe nous touche ailleurs. C'est pas simplement la peur d'une bande d'assassins en liberté, ça nous touche ailleurs dans une mémoire de génération. Mai 60, Charlie Hebdo, c'est toute notre histoire, et aussi dans l'idée de liberté de presse, du journaliste, dans la laïcité, encore une fois qui n'est pas partagée par tout le monde, mais ça nous touche profondément, donc on réagit, on en fait un drame national, et pour ces pirates, voilà, ça y est, ils sont des super-héros, ils ont fait trembler le pays. Michel Cotta. Alors, vous dites, et sans doute avec raison, que les islamistes restent minoritaires, et pourtant, on a l'impression que de plus en plus nombreux sont les pays dans lesquels se pose ce genre de problème. Vous savez bien que quand la Russie occupait tel ou tel Afghanistan, ça ne se posait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça rejoint ce que vous appelez dans votre dernier livre « En quête de l'Orient perdu ». Depuis quand il s'est perdu, cet Orient, et qui l'a perdu? Parce que, je dirais, on est dans un processus de ce qu'on appelle déterritorialisation et déculturation d'un islam très ancré dans des cultures. Par exemple, en Afghanistan, vous avez, c'est un islam qui est très dogmatique, mais qui est très culturel. Voilà, c'est la vie des gens. On passe maintenant à une version globale, virtuelle, d'un islam de type salafiste, qui n'a plus aucun ancrage social. Oui, mais qui s'étend. Parce que, oui, qui s'étend. Pourquoi? Parce que la globalisation s'étend.
L'islam va avec la globalisation, par exemple comme les protestants évangéliques. Le Brésil est un pays qui est passé de quelques pourcents à 30% de protestants évangéliques. Ça n'a pas de conséquences géostratégiques parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'enjeu. Ça serait passé il y a 2 siècles, il y aurait une guerre entre le Portugal et l'Angleterre ou des choses comme ça. Bon, maintenant non, ça n'est pas important. Mais c'est des phénomènes de ce genre-là. Les religions ancrées culturellement sont en crise. Le catholicisme est en crise. Le protestantisme traditionnel est en crise, et ce qui marche sur le marché du champ religieux global, ce sont les fondamentalismes, parce que c'est un fondamentalisme, c'est très simple. Hein. Vous avez une série de normes à respecter, et vous pouvez, simple petit individu qui n'est pas diplômé de théologie, dire aux autres ce qu'est la vraie religion. Bon, donc le prédicateur évangélique américain et le salafiste, c'est un peu la même chose. Ça n'a pas les mêmes conséquences politiques, on est bien d'accord. C'est une expression que vous avez employée plusieurs fois au cours de l'émission. Vous parlez de déradicalisation. C'est quoi la déradicalisation ? C'est tout simplement un jeune qui était fasciné par tout ça, qui est allé ou qui s'apprêtait à partir, et puis qui se convainc que ça vaut pas le coup, que c'est une impasse, que c'est la mort, mais la mort sans héroïsme. Voilà, c'est ça la déradicalisation. Mais vous pratiquez la déradicalisation. Vous êtes avec un mouvement... Alors, je suis en contact avec des gens qui sont d'anciens djihadistes. Je peux donner son nom, c'est Abdullah Anas, qui était un des fondateurs du FIS et un des chefs du groupe des djihadistes algériens qui est en Afghanistan. On s'est rencontrés là-bas, il a failli me casser la figure. Et on se retrouve... Oui, il m'a injurié en français. 20 ans après, on se retrouve à Londres avec des animateurs sociaux, des policiers, etc., sur comment déradicaliser. Et lui, il a la légitimité. Bon, il va dans les mosquées Donc radicales. Vous faites ça en Angleterre ? Oui. En France, ça n'existe pas ? Parce qu'il faut parler religieux. Vous comprenez ? C'est-à-dire que lui, il dit pas la laïcité. Il dit, moi, je suis un musulman. J'ai fait le djihad. Et maintenant, je peux te dire, petit gars, que c'est pas l'islam. Qu'on s'est complètement... Ma génération s'est plantée. On a tué des gens et mes copains sont morts pour une connerie qui est le djihad. Mais je fais mes 5 prières par jour, etc. Et ça marche. Et si ça marchait systématiquement, on le saurait. Mais ça isole aussi les vrais radicaux. Beaucoup d'imams disent ça à leurs oreilles, et ça marche pour la plupart des gens, mais enfin, il arrive que ça ne marche pas. Évidemment, ça, on n'empêchera jamais un petit jeune de se radicaliser et de prendre une arme. Mais ça contribue justement à casser l'aura de ceux qui passent de l'autre côté. Ça contribue à cesser d'en faire des héros. Voilà, c'est ça. Olivier Roy, hier soir à votre place, nous étions avec Tarek Ramadan et on a eu un débat assez animé sur la question de savoir s'il est ambigu ou s'il ne l'est pas. Notamment Olivier Duhamel lui a dit toute l'émission, vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas clair, et ça lui plaisait pas du tout à Tarek Ramadan. Il est clair ou pas de votre point de vue ? Oui, mais il est sur 2 registres, et nous on dit c'est un double langage. Il est sur un registre d'homme politique, disons au sens large du terme, de citoyen d'un État, comme il le dit, il est suisse. Hein. Il est ni français ni égyptien, il est suisse. Donc il est pour la citoyenneté, pour le vote, pour la vie en commun, pour la tolérance, le pluralisme, etc. Mais en même temps, c'est un religieux. Et c'est un vrai religieux. Donc, si vous voulez, on attend de lui qu'il fasse des déclarations d'un islam libéral. Mais non. Hein. Et puis, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une religion libérale, entre nous. Hein. C'est une autre question. Donc, c'est quand il avait fait sa fameuse phrase sur le moratoire des peines en islam, quand il avait dit, il y a telle phrase dans le Coran sur la lapidation, il dit, je peux pas la changer. Hein. Par contre, en tant que croyant, je peux dire, je ne le ferai jamais. Hein. Et on peut, en tant que communauté musulmane, décider de ne pas appliquer cette norme. Mais on ne peut pas supprimer un verset du Coran. Voilà, Olivier Roy, invité du Club de la Presse ce soir. Merci beaucoup. Face à Serge Julie, Michel Cotta et Robert Naméas.